Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. On est là pour vous, de l'autre côté des ondes. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission Santé de la mère, Santé de l'enfant. Ce matin, on s'intéresse au cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus constitue le cancer le plus répandu et la cause principale de la mortalité due au cancer chez les femmes. Cette pathologie, on peut l'éviter et mieux, il existe des traitements pour en guérir. Et il est temps de mettre fin à cette maladie qui tue de nombreuses femmes en Afrique subsaharienne. Je reçois ce matin le docteur Vaudrey Timon, gynécologue obstétricien, pour mieux comprendre cette pathologie qui touche autant de femmes. Alors, installez-vous confortablement pour prendre des notions. Docteur Vaudrey Timon, bonjour. Bonjour Madame Akobi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, tel que je le disais à l'entame de cette émission, nous parlons ce matin du cancer du col de l'utérus. Déjà, la première question, c'est de savoir qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus fait partie du groupe des maladies qu'on appelle les tumeurs malignes, et qui se caractérisent par une multiplication anarchique des cellules au niveau du col de l'utérus et qui échappent à tout contrôle de l'organisme et dont l'évolution se fait inévitablement vers le décès lorsqu'il n'est pas traité à temps. Lorsqu'elle n'est pas traitée. Alors, quelles sont les causes du cancer du col de l'utérus? Parlant du cancer du col de l'utérus, on parle plus de facteurs de risque. Mais si on doit parler en termes de cause, oui. La cause, elle est, sous réserve de quelques exceptions, unique. C'est l'infection persistante génitale due au virus, au human papillomavirus, c'est-à-dire le virus du papillome humain. Virus HPV, c'est comme ça que je vais le désigner par la suite jusqu'à la fin de l'émission. C'est un virus qui est typiquement sexuellement transmissible et la grande majorité des femmes et des hommes le contractent à un moment donné de leur vie génitale, mais la grande majorité également vont l'éliminer. Mais c'est la persistance de ce virus qui va entraîner, dans un premier temps, des lésions dites précancéreuses, d'abord de bas grade, qui sont aussi, dans bien de cas, éliminées. Et si la proportion qui ne sera pas éliminée, certains iront vers les lésions précancéreuses de haut grade, et c'est ceux-là maintenant qui vont évoluer vers le cancer. C'est-à-dire que entre le moment où vous attrapez le virus et le moment où apparaît le cancer du col de l'utérus, il peut s'écouler 10 à 15 ans, voire 20 ans chez certaines personnes. Ça, c'est la cause typique. Infection persistante au virus du papillome humain. Maintenant, des facteurs de risque, à proprement parler, c'est l'ensemble des situations qui vont favoriser la persistance du virus ou qui vont favoriser l'entrée en contact avec le virus. Les facteurs qui vont favoriser l'entrée en contact avec le virus, qui sont des facteurs favorisants, c'est, je vous ai dit que c'est une infection sexuellement transmissible, donc multipartenariat sexuel, tous les comportements sexuels à risque que nous connaissons. Je ne vais pas développer ça. Ceux qui vont favoriser la persistance de l'infection, c'est la précocité du rapport sexuel, d'accord? Et sachant qu'on définit un premier rapport sexuel précoce lorsqu'il survient avant 17 ans. Ensuite, la grande multiparité, c'est-à-dire le fait d'accoucher trop d'enfants, au-delà de 5 enfants. Ensuite, le tabagisme, le fait de fumer. Petite parenthèse, on ne fait pas immédiatement le lien entre fumer et cancer du col. Mais en fait, le fait de fumer, ça entraîne des lésions au niveau de plusieurs appareils, dont l'appareil génital, dont le col de l'utérus, d'une part, et d'autre part, ça fragilise l'immunité, ce qui diminue la capacité de l'organisme à réagir pour éliminer le virus. Donc, le tabagisme aussi est une cause. L'existence d'autres infections sexuellement transmissibles telles que l'infection génitale due à une bactérie qu'on appelle le chlamydier, parce que ça entraîne des lésions locales au niveau du col de l'utérus qui favorisent la pénétration et la persistance du virus dans le col de l'utérus. Voilà, donc c'est principalement ça. Et à côté de ceux-là, il y a tout ce qui va déprimer l'immunité de la personne. Exemple, l'infection au VIH/SIDA non traitée.
d'accord, avec le VIH-Sida, vous avez une baisse de l'immunité lorsque vous n'êtes pas traité. Donc, la capacité de l'organisme à réagir pour éliminer le virus ou à éliminer les lésions précancéreuses est réduite. Vous avez également le diabète, Non, donc si prise vous en charge. permettez, quand vous parlez de baisse d'immunité, Oui. il s'agit de quoi en fait? L'immunité de l'organisme, c'est le système de défense de l'organisme. C'est le ministère de la Défense qui dispose des soldats. Et là où nous sommes en contact avec des microbes, mais nous ne tombons pas systématiquement malades Bien parce sûr. que ces soldats de l'organisme attaquent tous les agresseurs. Donc, lorsque, à la faveur de certaines maladies ou de certaines situations, l'immunité est affaiblie, les capacités de défense de l'organisme également sont affaiblies. D'où l'expression de certains microbes qui n'étaient pas censés s'exprimer nécessairement. C'est le cas du HPV. Ok. Voilà. Donc, il y a le VIH, il y a le diabète, il y a certains traitements qu'on appelle immunosuppresseurs. Par exemple, les personnes à qui on fait des greffes d'organes, on leur met sous ces médicaments pendant très longtemps pour que leur organisme ne réagisse pas pour rejeter l'organe reçu de quelqu'un d'autre. Mais cette baisse de l'immunité qui permet de sauvegarder l'organe transplanté peut favoriser le développement justement de l'expression du virus HPV et donc les lésions précancéreuses, puis le cancer du col de l'utérus. Donc pour faire court, pour faciliter la compréhension, 1. L'infection persistante par le virus. 2. Tous les comportements qui permettent d'entrer en contact avec le virus, les comportements sexuels. Et 3. Tout ce qui va réduire les capacités de l'organisme à réagir pour éliminer le virus. Voilà. Voilà, merci docteur. Alors, et comment on en vient au cancer? Ok, lorsque vous rentrez en contact avec le virus, déjà on estime qu'on contracte le virus généralement dans l'année qui suit le début des activités sexuelles. Presque 80% des personnes, hommes, femmes, attrapent le virus. Mais ce n'est pas le fait d'attraper le virus qui est le problème. Parmi ceux qui vont l'attraper, environ 80% vont l'éliminer spontanément à un moment donné. Et il y aura une proportion qui ne va pas l'éliminer. Dans la cohorte qui ne va pas l'éliminer, qui va garder le virus, il y a une certaine proportion chez qui le virus va entraîner ce qu'on appelle les lésions précancéreuses. Les lésions précancéreuses, c'est des lésions banales, bénignes, qui n'ont même pas de signes cliniques, qui ne se manifestent même pas du tout. Donc, si on ne vous fait pas de tests spécifiques, on ne saura même pas que vous avez ces lésions-là. Les lésions bénignes, elles sont au départ de bas grade, c'est-à-dire gentilles et inoffensives. Chemin faisant, une certaine partie des lésions de bas grade va évoluer vers les lésions de haut grade. Et une partie des lésions de bas grade sera éliminée par l'organisme. Les lésions de haut grade, ce sont eux qui sont dangereuses parce que susceptibles d'évoluer vers le cancer du col de l'utérus. Voilà. Et comme je l'ai dit, entre le moment où vous rentrez, vous avez le virus et le moment où les lésions de haut grade vont s'installer, il s'écoule 10 à 15 ans. Voilà. Et donc, lorsque nous faisons, je vais en parler plus loin quand même, les dépistages, l'objectif du dépistage, c'est de repérer ces lésions de bas grade et de les traiter pour empêcher l'évolution vers le cancer. D'accord. Alors, quels sont les signes du cancer du col de l'utérus? Le cancer du col de l'utérus, totalement au début, n'a aucun symptôme. D'accord? Et déjà, il y a 2 circonstances pour découvrir le cancer. La première circonstance, c'est chez quelqu'un qui est venu faire son dépistage ou qui a l'habitude de faire son dépistage systématique. Il va faire son dépistage et on va découvrir qu'il y a des atypies cellulaires, des anomalies cellulaires ou des anomalies du col lorsqu'on fait les tests. On va prélever, on va envoyer au laboratoire le prélèvement et au laboratoire, ils vont nous dire que tiens, cette personne a des cellules cancéreuses. Voilà. Première circonstance de découverte, donc il n'y a pas de signe. Deuxième circonstance de découverte, c'est que le cancer a un peu évolué et a déjà formé une masse au niveau du col de l'utérus. Et là, ça va s'exprimer. Comment ça s'exprime? Le signe typique, classique, c'est le saignement percoïtal, c'est-à-dire un saignement génital provoqué par la pénétration sexuelle. Notamment, le plus souvent, c'est les rapports sexuels. Ou les doigts lors de la toilette intime. Je n'aime pas le ou là parce que on n'est pas censé introduire le doigt dans les voies génitales lors de la toilette intime. Voilà, donc saignement génital provoqué par le doigt ou par la pénétration sexuelle lors d'un acte sexuel. En fait, c'est le signe classique. Je comprends bien, lorsque on a déjà une masse au niveau de l'utérus, c'est comme une plaie.
Voilà, au niveau du col de Ok, l'utérus. ok, d'accord. Lorsque vous mettez le doigt, vous touchez la plaie Ok, saigne. d'accord. Lorsque c'est le rapport sexuel, lorsque le pénis, la vèche touche la masse, la plaie Oui. saigne. Ok, Donc d'accord. c'est le saignement là que la femme va constater. D'accord. Le constat de ce saignement à lui seul est un motif impérieux de consultation gynécologique. Lorsque la personne viendra voir son gynécologue ou sa sage-femme qui va l'examiner, dans l'examen, je passe sur tous les autres signes associés tels que l'altération de l'état général pour aller sur les signes spécifiques du cancer. Ok. Donc dans l'examen gynécologique, on va mettre en place un dispositif dans le vagin pour pouvoir voir le col de l'utérus. On appelle ça spéculum. Et là, on va voir au niveau du col de l'utérus, ça peut être sous forme de plaie, ça peut être sous forme de bourgeonnement, genre une grosseur. D'accord. Mais l'élément important de la lésion qu'on voit, c'est que quand tu touches, ça saigne. Voilà. Donc on verra une lésion saignante au contact. Et classiquement, nous, on prélève en même temps un bout de la lésion, on met dans du formol et on adresse un examen anatomopathologique. Et c'est l'examen anatomopathologique qui va dire que oui, c'est des cellules cancéreuses, donc la masse, c'est un cancer ou c'est autre chose. Voilà. Quand on enlève le spéculum, on fait le toucher vaginal, on va constater qu'au niveau de là où il y a la lésion, la zone est indurée, c'est plus dur que le reste du col de l'utérus et le doigtier va ramener du sang parce que on aura touché la lésion. Les examens complémentaires, je l'ai déjà dit, c'est le prélèvement et envoyer à l'anapathe pour avoir la confirmation histologique de la nature de la lésion. Voilà. Donc typiquement, c'est ça les signes du cancer. Et lorsque on dit oui, c'est un cancer, on fait ce qu'on appelle le bilan d'extension. C'est un ensemble d'examens qui permet de savoir est-ce que le cancer, c'est encore au niveau du col seulement, Oui. ou bien est-ce que ça s'est déjà étendu à d'autres endroits. Parce que de ce bilan d'extension dépend de la stratégie de prise en charge. Donc, le cancer du col de l'utérus peut quitter en fait le point de l'utérus et évoluer dans l'organisme, c'est ça? C'est pas que ça quitte, mais ça s'étend. Non, ok, Oui, ça ça c'est s'étend ailleurs. Ok. Voilà, c'est lorsque le cancer il est déclaré et il n'est pas traité, il a son évolution naturelle. Et comment ça se passe cette évolution naturelle? Je fais un tout petit rappel anatomique. Vous avez l'utérus, il est au milieu. Il y a le corps en haut et il y a le col qui est dans le vagin, auquel on a accès dans le vagin. Et donc, ça se continue en bas par le vagin. Devant, vous avez la vessie. La vessie, c'est cette poche dans laquelle les urines viennent rester. Et à un moment donné, on a envie d'uriner, on va pousser, ça sort. Et derrière l'utérus et le col, vous avez le rectum, la partie basse du gros intestin, là où les matières fécales viennent s'accumuler et à un moment donné, on a envie d'aller au sel. Et de part et d'autre, il y a les tuyaux qui amènent les urines dans la vessie, qu'on appelle urétère. Et en haut des urétères, il y a les reins. Comment s'étend le cancer du col de l'utérus? Il peut s'étendre vers le bas, au niveau de la partie supérieure du vagin. Il peut s'étendre de chaque côté et envahir les tuyaux dont je viens de parler qu'on appelle urétères. Si ces tuyaux sont envahis, les urines ne vont plus descendre dans la vessie, vont s'accumuler dans le tuyau et puis dans les reins. La personne aura des douleurs au niveau des reins et va faire une forme d'insuffisance rénale qu'on appelle insuffisance rénale obstructive. Il peut s'étendre vers l'arrière, vers le gros intestin et envahir le rectum. Et dans ce cas, la personne va faire de la constipation parce que ça crée une occlusion, ça bloque la descente des matières fécales. Donc la personne peut faire une occlusion ou la personne peut, lorsqu'elle a les matières fécales, constater du sang dedans. C'est la tumeur qui saigne dedans. Ça peut envahir la vessie devant. Si ça envahit la vessie en avant, si c'est la partie basse, ça va provoquer une occlusion de la vessie, si bien que la personne aura envie d'uriner, mais il faudra qu'elle pousse pour que ça sorte parce que quelque chose bloque l'orifice de sortie des urines. Et si ça envahit jusqu'au niveau de la muqueuse, il y aura des saignements dans la vessie. Donc quand la personne va uriner, la personne va constater qu'il y a du sang dans ses urines. Ça, c'est les formes évoluées déjà, ça. C'est pas les stades où on aime avoir découvrir le cancer. Ça peut également donner des douleurs au niveau du bas-ventre du fait de l'envahissement des organes de voisinage. Ça, c'est la diffusion loco-régionale. Maintenant, les cellules peuvent passer dans les ganglions, donner de gros ganglions, dans les vaisseaux lymphatiques, donner de gros ganglions, dans le petit bassin ou dans le ventre ou ailleurs.
Et ça peut passer par voie sanguine et aller envahir le foie, les poumons et d'autres organes à distance. Ça, c'est les stades les plus avancés. Voilà. Voilà, et alors comment évolue le cancer du col de l'utérus lorsqu'il n'est pas traité? Ok, c'est un peu ce que nous venons de décrire tout de suite là. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Et parallèlement à ça, en fonction des organes que ça attaque, ça va créer des désagréments, des dysfonctionnements. Par exemple, quand il y aura des envahissements au niveau du foie, ça va détruire les cellules du foie. La personne peut avoir de l'ictère, de douleur au niveau du foie, de la baisse de production des substances que le foie normalement doit produire, avec les conséquences qui vont avec. Si ça envahit le cerveau, la personne va exprimer des signes liés à l'envahissement du cerveau, ainsi de suite. Et bien entendu, le stade ultime, c'est le décès. Voilà. On va aller alors et parler de la prise en charge du cancer du col de l'utérus. Ok. Le traitement du col de l'utérus, c'est un traitement qui est lourd. Le traitement du cancer même, il est lourd. Il est lourd et il fait intervenir plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est la chirurgie. Le deuxième moyen, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie, qui consiste à... Je vais développer ça tout à l'heure. Le troisième moyen, c'est le fait d'apporter des médicaments susceptibles de détruire les cellules cancéreuses, qu'on appelle chimiothérapie. C'est les trois principaux moyens de traitement du cancer du col de l'utérus. Pour ce qui concerne la chirurgie se conçoit pour les cancers du col limités au col. Donc, il n'y a pas encore eu d'extension aux organes de voisinage ni à distance. Donc, c'est encore le col de l'utérus et la taille est petite, moins de 4 cm habituellement. Et là, on enlève la totalité de l'utérus avec le col, les trompes, les ovaires et les ganglions qui sont au niveau du petit bassin. On enlève tout ça, on envoie à l'anapathe. C'est à minima ça, la chirurgie. Le deuxième volet de chirurgie, c'est lorsque, par exemple, je vais vous parler de l'envahissement de la vessie. Si la vessie est envahie devant ou le rectum envahi derrière, on peut être amené à faire ce qu'on appelle une pelvectomie ou une exentération pelvienne. C'est une chirurgie extrêmement lourde et délabrante qui consiste à aller enlever pratiquement tout ce qu'il y a au niveau du bas-ventre. Donc, on enlève utérus, vessie, rectum, on enlève tout ça. Voilà. Ça peut être partiel, donc utérus plus tout ce qu'il y a devant la vessie, ou utérus plus tout ce qu'il y a derrière le rectum, ça c'est partiel. Maintenant, ou bien utérus, vessie, rectum, tout ça on enlève et là c'est la totale. Bien sûr, ça s'accompagne d'une qualité de vie pénible pour les patientes et c'est dans des cas vraiment exceptionnels qu'on le fait. Voilà, donc ça c'est les deux éléments de chirurgie, mais ce qui est habituel, c'est le premier dont je vous ai parlé, la chirurgie et l'hystérectomie élargie. La radiothérapie est souvent couplée à la chimiothérapie. Radiothérapie consiste à envoyer des rayons, on appelle ça les photons, de haute énergie. De deux façons. La première façon d'envoyer, c'est qu'on envoie ça directement sur le petit bassin, sur le bas-ventre de la femme. Ça agit directement sur le col et les organes de voisinage. Col, vagin, partie haute du vagin, la vessie devant, le rectum derrière. On envoie comme ça. La deuxième façon, le deuxième moyen de radiothérapie, c'est qu'on insère le dispositif par voie vaginale directement sur le col de l'utérus et on se concentre sur le col de l'utérus et les parois du vagin à l'intérieur pour agir directement sur le cancer du col de l'utérus. Donc, c'est les deux voies d'abord de la radiothérapie. Souvent, on le fait en association directement avec la chimiothérapie. On parle de radio-chimiothérapie concomitante. C'est lorsque le cancer a un peu évolué et on ne peut plus faire en première intention la chirurgie. Parce qu'en fait, il ne sert à rien de faire la chirurgie et de ne pas tout enlever. Toutes les fois où on sait qu'en faisant la chirurgie, on va laisser des organes atteints, on ne fait plus la chirurgie. Parce que ce qui reste évoluera pour son propre compte. Voilà, le principe, c'est un peu ça. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça les moyens de traitement. Donc, la radiothérapie, la chirurgie, la chimiothérapie, en sachant que c'est souvent radio-chimiothérapie combinée en même temps. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité que le cancer du col de l'utérus revienne même après une chirurgie?
La récidive du cancer du col de l'utérus va dépendre de comment ça a été traité, première chose, et du stade du traitement. C'est possible, mais s'il y a récidive, le plus souvent c'est que peut-être on n'a pas bien évalué le cancer au départ, d'accord? Peut-être par exemple que la partie haute des parois vaginales était déjà atteinte et on ne s'est pas rendu compte. On a enlevé l'utérus et on n'a pas enlevé cette partie-là convenablement. Donc, il est resté des cellules cancéreuses sur le moyen restant. Et c'est ces cellules restantes qui vont s'exprimer après. Et on va croire que c'est le cancer qui est revenu, mais en fait, c'est la tumeur initiale qui n'a pas été totalement enlevée. Le plus souvent, c'est un peu comme ça. Voilà. Et c'est justement pour éviter ça, ce genre de schéma, qu'on fait un bilan d'extension vraiment rigoureux. Et lorsque la chirurgie ne permet vraiment pas d'enlever vraiment l'ensemble, ce n'est pas la chirurgie qu'on fait au début. La deuxième façon d'éviter ça, c'est justement la radiothérapie. Parce que quand on fait vous faites la chirurgie, ensuite vous associez la radiothérapie. Cette radiothérapie permet de détruire les éventuelles cellules qui auraient été laissées en place par la chirurgie et qu'on ne voit pas à l'œil nu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les attitudes à éviter lorsqu'on a eu un cancer du col de l'utérus après le traitement? Déjà, bon, c'est de savoir est-ce qu'on peut encore tenir des rapports sexuels, s'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, et tout ça après le traitement, bien sûr. Lorsque vous avez eu un traitement vous avez été traité pour cancer du col de l'utérus et vous avez été déclaré guéri, donc un cancer débutant, on vous a traité convenablement, vous avez été déclaré guéri, vous pouvez avoir un mode de vie classique comme tout le monde. Seulement que vous serez surveillé avec plus de régularité. En gros, c'est ça. Vous pouvez avoir des rapports sexuels. Évidemment, vous ne pourrez plus tomber enceinte parce que on aura enlevé votre utérus. Voilà. Et au-delà de ça, la radiothérapie elle-même déjà détruit une partie de la muqueuse de l'utérus et surtout les ovaires. Donc, vous ne pourrez pas concevoir de façon naturelle. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut prévenir le cancer du col de l'utérus? Oui, on peut prévenir. D'abord, on peut guérir du cancer du col de l'utérus quand c'est vu tôt. Et on peut prévenir, c'est ça la bonne nouvelle, on peut prévenir le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est l'un des cancers qu'on peut même éradiquer complètement. D'accord? Et les moyens pour prévenir le cancer du col de l'utérus, ils sont nombreux. Premier type de moyen, c'est tout ce qui va vous permettre de ne pas entrer en contact avec le virus. Je le dis en souriant parce que c'est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente au monde. C'est l'infection à ce virus-là. Donc, évidemment, éviter le multipartenariat sexuel, tout ce qu'on a dit. Voilà, donc comportement sexuel responsable. Mais, deuxième chose, c'est avoir les comportements qui permettent de maintenir un bon système immunitaire. D'accord? Et ça, dedans, c'est une bonne alimentation, activité sportive, éviter de fumer. Et quand je dis éviter de fumer, c'est pas seulement cigarette, c'est aussi la chicha qui est à la mode maintenant. Évitez tout ça. Si vous avez une maladie immunodépressive, par exemple le VIH, il faut que ce soit traité. Si vous avez un diabète, il faut que ce soit traité. Il ne faut pas que ce soit banalisé. Donc, il y a ce paquet d'éléments. Autre chose maintenant, c'est le dépistage. Et c'est là que je vais insister. Le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses. Pour ça, on a 3 moyens. Le premier moyen, c'est de regarder le col de l'utérus après avoir appliqué des solutions colorantes. Acide acétique, Lugol. Ça se fait dans toute maternité. Quel que soit le niveau de la maternité. Quel que soit, même au fin fond d'un village, ça peut se faire. C'est ça qui est intéressant. C'est pas coûteux. C'est facile. Ça ne nécessite pas une grosse technicité. C'est très accessible. Et c'est ce qui est recommandé par notre gouvernement et d'abord même l'Organisation mondiale de la santé pour les pays en développement. Voilà. Dans les maternités publiques, on le fait même gratuitement, on ne facture même pas ça. Vous dites, je suis venu faire dépistage du cancer du col de l'utérus, on vous le fait sans problème. Donc, on met le spéculum et puis on injecte un peu d'acide acétique, on regarde l'aspect que prend le col de l'utérus. Et en fonction de l'aspect que ça prend, on sait qu'il y a une lésion précancéreuse ou pas. S'il y a une lésion précancéreuse, on traite automatiquement. Voilà, on grille. Soit avec du froid, soit avec de la chaleur, on grille et le problème est réglé. Donc, dépistage
et traitement précoce. L'autre élément de dépistage, l'autre moyen de dépistage, c'est le frottis cervico-utérin. Il s'agit d'aller prélever les cellules du col de l'utérus, d'envoyer au laboratoire et eux, ils analysent. C'est un tout petit peu coûteux, mais ça peut se faire également. Et le dernier élément, j'ai parlé du virus, c'est d'aller rechercher la présence du virus chez la femme. Donc là, aller rechercher le matériel génétique du papilloma virus humain chez la femme. Voilà, ça c'est moins accessible chez nous. Pour les deux premiers, c'est important que je précise le rythme du dépistage. Okay. L'inspection du col après application d'acide acétique et Lugol, le premier dont j'ai parlé, ça se fait d'abord à partir de 25 ans, d'accord? Et vous faites un premier maintenant. S'il est négatif, on dit que c'est normal. Un an après, vous refaites encore un deuxième dépistage. S'il est normal, vous faites le dépistage tous les 3 ans jusqu'à 49 ans pour inspection visuelle à l'acide acétique et au Lugol. Si c'est le frottis que vous choisissez de faire, vous faites le premier à 25 ans. S'il est normal, vous faites un deuxième après, un an après. S'il est normal, tous les 3 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Voilà, c'est ça le rythme pour les deux là. Voilà. Donc, j'ai parlé de dépistage et traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus. C'est l'élément phare. Le deuxième élément phare, c'est la vaccination. Okay. Le virus du papilloma, le papillomavirus humain, il y en a, ils sont très nombreux. Quand on dit virus HPV, c'est comme le nom de famille, d'accord, le patronyme avec plusieurs enfants. Et les enfants sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on sait ceux qui donnent souvent le cancer du col. C'est le numéro 16, le numéro 18, le numéro 35, le numéro 36. Ils sont une quinzaine et ils sont bien connus. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Il a été développé des vaccins qui ciblent ces sérotypes dangereux. Le plus dangereux, le plus fréquent, surtout au Bénin, c'est le sérotype numéro 16. Donc, il y a un vaccin qui existe qui cible spécifiquement celui-là. Il y a d'autres vaccins qui ciblent le sérotype numéro 16 et le 18, qui sont les deux sérotypes qui donnent la majorité, près de 80% des cancers du col. Et il y a encore un autre virus qui cible 4 sérotypes, 16, 18 et 2 autres en plus. Et tout dernièrement, ils sont en train de développer un autre vaccin qui cible 9 sérotypes dangereux. Ce qui est bien, c'est de savoir que, le vaccin il est disponible même dans notre pays, d'une part. D'autre part, c'est que le gouvernement travaille à inclure ce vaccin dans les vaccins de routine. Dans notre pays, il y a déjà même eu une fois une campagne de vaccination chez les filles de 11 à 14 ans, non, de 9 à 13 ans. C'est ce qui a été fait, je crois que c'était en 2016. Ça a été fait une fois et plus de 1500 jeunes filles ont été vaccinées. Ce qui est particulier avec le vaccin, c'est que c'est important de le faire avant de commencer les activités sexuelles. Okay. D'accord? Donc, sinon, de façon générale, à type de vaccination de masse, on dit filles comme garçons de 11 à 14 ans. Maintenant, si une femme veut faire son vaccin à titre personnel, si elle n'a encore jamais de rapport sexuel, quel que soit son âge, elle peut le faire. D'accord? Oui. Maintenant, exceptionnellement, si elle a commencé son rapport, ses activités sexuelles, ça fait moins d'1 an, elle peut également faire ce vaccin-là. Voilà. Donc, c'est un vaccin qui est très efficace. C'est une bonne nouvelle. C'est l'un des rares cancers avec celui du foie, d'accord, qu'on peut prévenir totalement à l'aide d'une vaccination. Voilà. Donc, je fais une petite synthèse pour dire on peut prévenir le cancer du col de l'utérus. 1. À travers les comportements de vie dont on a parlé. 2. À travers le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col. Et 3. À travers la vaccination contre le virus HPV. Voilà, merci docteur. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Ben, je pense que tout a été dit. Hein. Est-ce que vous avez encore en 30 secondes des conseils pour nos auditeurs? D'abord, je suis content de cette émission. Première chose, c'est qu'il faut que chaque femme inclue dans ses habitudes de vie le dépistage des cancers gynécologiques. Cancer du col, cancer du sein. Nous, on dit il faut voir son gynécologue 1 fois par an. Choisissez un moment, 1 fois par an,
voyez votre gynécologue pour un bilan de santé gynécologique. On va vous faire systématiquement dépistage cancer du col, cancer du sein, tout au moins. À l'endroit des professionnels de santé, c'est de ne pas rater d'occasion de parler de cela. Et à l'endroit des sages-femmes et des gynécologues, c'est que toute femme qui consulte, quel que soit le motif de consultation, il faut examiner ses seins, il faut lui proposer le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus et sensibiliser par rapport à la vaccination. Voilà, merci docteur d'être venu par ici. Merci à vous. Merci chers auditeurs pour votre aimable attention. Vous pouvez nous suivre sur le site www.radioafriquesanté.com, la vidéo sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé. Nous sommes aussi sur Facebook et pour d'éventuelles préoccupations, contactez-nous au numéro WhatsApp de la radio 57 00 0062, appel téléphonique au 57 00 0060. Alors, à la prochaine pour un autre numéro.